Vous m'avez entendu dire que les puces SID de Commodore 64 que je possède sont défectueuses. Je vais tenter aujourd'hui de confirmer cela. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici la 8e vidéo de cette série de remise en marche de matériel Commodore 64. Vous pouvez visionner les vidéos précédentes de la série en suivant le lien fourni dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais tester les 6 puces SID en ma possession. La puce SID, dont le numéro est de 6581, produit les sons sur le Commodore 64. Des sons qui sont très caractéristiques des jeux sur ordinateur du milieu des années 80. Malheureusement, la puce SID est considérée comme la pièce, sinon l'une des pièces les plus fragiles du Commodore 64. Et j'ai constaté ce fait sur les SID en ma possession. Il y a problème. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo couvrant mes essais de SID. C'est un sujet très spécifique, alors il est possible que ça ne vous intéresse pas. Si c'est le cas, on se revoit à la prochaine vidéo. Sinon, ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous faire entendre ce que je constate d'une puce à l'autre à l'aide de différents logiciels de test de SID que j'ai trouvés sur le web. D'entrée de jeu, regardons le schéma bloc du SID pour bien comprendre les différents paramètres audio qui peuvent être contrôlés sur cette petite bête. Le circuit intégré SID, Sound Interface Device, a été mis en production à partir de 1982. C'est en fait un générateur de son, de tonalité, à 3 oscillateurs. On peut produire différentes formes, triangles, dents de scie, ondes carrées et même du bruit aléatoire. On peut contrôler l'enveloppe de ce signal. Donc, on a un modulateur d'amplitude qui s'occupe de l'attaque, de la descente, du soutenu et du relâchement du son. En anglais, on dit attack, decay, sustain et release. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. C'est des termes qui sont courants. Ceux qui font de la musique, création musicale ou qui font de la musique comprennent ces termes. Alors, on a 3 fois générateur de tonalité avec contrôle, générateur d'enveloppe, si vous voulez, contrôle de l'amplitude. Donc, 3 voix. Il y a la voix 1, voix 2, voix 3. Et en plus, on a, en aval, on a un gros filtre ici qui permet de faire une fonction de passe bas, passe bande ou passe haut. Tout ça, c'est programmable. Donc, on peut changer les caractéristiques du filtre en écrivant dans des registres. On peut évidemment changer l'amplitude en écrivant dans des registres. On peut contrôler les 4 paramètres d'amplitude dans un registre. On change la forme d'onde dans un registre aussi. Tout ça est contrôlable par un bus de données et un bus d'adresse. Remarquez ici qu'il n'y a que 5 lignes d'adresse, A0 à A4, mais il y a la ligne Chip Select, CS ici. Et c'est cette ligne, bien sûr, qui fait que le microprocesseur peut adresser la puce SID avec l'adresse D400. Il y a de la logique câblée qui vient activer la puce lorsque c'est le bon moment, lorsque l'adresse D400 et les adresses suivantes sont invoquées. Et c'est un bus de 8 bits. Donc tout ça est contrôlable. Je reviens aux caractéristiques internes. Les différents oscillateurs peuvent être synchronisés ensemble. Donc ce qui permet de contrôler totalement l'interaction entre les sons pour créer des caractéristiques assez spéciales. Il y a aussi une fonction, ce qu'on appelle un modulateur en anneau, en anglais ring modulator. C'est en fait un modulateur balancé, je crois bien. Et ça permet de faire interagir les différents oscillateurs ensemble pour créer toutes sortes de sons assez spéciaux. Il est possible même d'utiliser le générateur d'enveloppe et le générateur de tonalité. Il est possible de l'utiliser pour venir moduler les 2 premiers modulateurs.
au niveau de l'amplitude avec, bien sûr, des formes d'ondes. Donc, ça nous donne encore plus de contrôle sur le type de son qu'on veut produire. Il y a un contrôle de volume en sortie, bien sûr. Il y a finalement deux convertisseurs analogiques numériques, pot X et pot Y. C'est bien un X ici, là. C'est une erreur de reconnaissance de caractère. C'est en fait la manette de jeu, l'entrée manette de jeu contient aussi, en plus d'interrupteurs pour faire en haut, en bas, à gauche, à droite, il y a aussi deux entrées potentiomètres. Donc, il y a possibilité de mettre des manettes de jeu avec graduel, avec lecture graduelle de la position. Ce sont donc deux convertisseurs analogiques numériques qui peuvent être utilisés. Et c'est la puce SID qui fait ce travail, si vous voulez. Alors, c'est l'essentiel de la puce. Pour 1982, c'était quand même assez avancé. Évidemment, ce n'était pas aussi bon que les meilleurs synthétiseurs de musique sur le marché, mais pour un petit ordinateur à 8 bits, c'était quand même pas mal avancé. Et les capacités de ce genre de puce étaient assez surprenantes, considérant l'époque. Rapidement, on peut regarder le schéma. Quelques petites caractéristiques à noter. D'abord, il y a deux alimentations pour le CID. Le CID est bien ici. Il y a le plus 5 et du plus 12, puisque c'est une puce qui est hybride. Il y a évidemment du circuit logique et il y a aussi de l'analogique. Donc, une alimentation plus 12, vraisemblablement pour la partie analogique. Tout ça est filtré, bien sûr. En sortie, c'est une sortie audio unique, qu'on passe à travers du filtrage, puisque bien sûr il y a des perles de ferrite pour couper le bruit, et on passe le signal audio à travers un étage tampon. C'est un transistor monté en collecteur commun, donc il n'y a pas de gain, c'est un gain de 1. Pourquoi il n'y a pas de gain? Tout simplement parce que lorsqu'on est en collecteur commun, le collecteur est fixe et la base et l'émetteur, lorsqu'ils sont polarisés, tous les deux, bien, vont se suivre puisque c'est une jonction PN. On sait que ça développe une tension d'environ 0,7 volts. Donc, si la tension ici monte, bien, la tension ici va monter aussi de la même quantité puisque le 0,7 volts est maintenu entre les deux électrodes ici. Et si ça descend, bien, ça va descendre. Évidemment, le but de cela, c'est de donner beaucoup plus de courant à la sortie. À travers un transistor externe plutôt que de se fier sur le circuit intégré lui-même pour produire ce courant. Une autre caractéristique à noter, c'est ce gros condensateur ici de 10 microfarads 25 volts. C'est un condensateur électrolytique. Et oui, c'est donc un circuit polarisé. Il y a une tension ici et on présume toujours qu'en le montant de cette façon avec le côté positif, l'électrode positive ici, ben, on présume qu'il n'y aura pas d'inversion de tension et qu'on passe dans un circuit ici où la tension sera en moyenne de 0 du côté audio sorti. Donc, plus ou moins bon d'utiliser un condensateur électrolytique, mais c'est ce qu'ils ont fait. Que voulez-vous? Il y a même une entrée audio. Je ne vous l'avais pas montré sur le schéma bloc, mais elle était bien là. Il y a une entrée, si on veut, prendre un signal extérieur et le passer à travers le filtrage. Il est possible de le faire en injectant des sons ici dans l'entrée audio. Et pour le filtrage, ben, il utilise deux condensateurs externes, des 2200 microfarads. Ce sont les deux condensateurs céramiques. Évidemment, c'est assez gros qu'ils ont dû les mettre à l'extérieur. Alors sinon, il n'y a pas grand-chose. Les deux entrées de potentiomètre, le bus de données, le bus d'adresse et les lignes de contrôle avec l'horloge ici. Alors, on est prêt maintenant à aller faire nos premiers essais. Alors, voici l'implémentation du CID sur le Commodore 64. Ceci, c'est une plaquette de deuxième génération. Alors, le voici, le 6581. Alors, on a vu dans le schéma qu'il n'y avait pas grand-chose et les composants sont tous ici. On a bien sûr les deux condensateurs qui permettent au filtre de bien fonctionner à l'interne. C'est des condensateurs céramiques, c'est très stable, aucun problème, aucune difficulté. On a quelques résistances, bien sûr. Il y a aussi des perles de ferrite qu'on a vues pour tenter d'éliminer le plus possible le bruit de haute fréquence, étant donné que c'est une chaîne audio. Il y a le transistor ici, suiveur, l'espèce d'ampli suiveur à collecteur commun. Il est ici. Et le fameux condensateur électrolytique pour bloquer le CC
il est ici. Et par la suite, le signal s'en va au connecteur audio et vidéo, bien sûr. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. La puce est montée sur un support, ce qui va nous aider ici, pouvoir évidemment en changer plusieurs. J'ai vérifié les alimentations, plus 5 et plus 12. Et on est dans le plus ou moins 5%, donc c'est dans les normes pour cette puce. Il n'y a aucun composant fragile, à part peut-être le condensateur électrolytique, mais comme je vous dis, il fonctionne bien. J'ai essayé le circuit, vous allez voir, les ondes carrées sont très belles et il n'y a aucun problème là. Et j'ai évidemment donc vérifié le transistor aussi. Et forcément, tout le bus d'accès donné de contrôle, il doit être correct puisqu'on est capable de générer des sons. Vous allez voir dans les essais. Alors, ce n'est pas un problème d'accès de la puce. Donc, le message à retenir, c'est que s'il y a problème de son, il faut forcément que ce soit la puce SID qui est en trouble. Et on va voir en échangeant les SID sur la plaquette, on va voir que certains ne fonctionnent absolument pas, puis d'autres fonctionnent presque complètement. Vous allez voir ma conclusion à la fin, là. Alors, on va faire les essais ensemble. J'ai 6 puces SID, 5 ici sur la mousse et un 6e ici. Alors, les deux SID qui sont franchement défectueux sont les numéro 1 et numéro 2, et je vais vous le démontrer. Le numéro 1, la voie 2 ne semble pas bien fonctionner. Et le numéro 2, il est mort, mais mort de sa belle mort. Il n'y a absolument rien qui sort comme audio. Les autres, 3, 4, 5 et 6, c'est à voir. Ce n'est pas clair dans mon esprit que ce sont toutes des puces fonctionnelles. Alors, on va essayer de voir ce qui semble être trouble au niveau du fonctionnement. Alors, lançons-nous tout de suite dans les essais. Alors, pour visualiser les ondes, je vais me brancher avec une sonde d'oscilloscope directement sur la sortie, mais passer la perle de ferrite. Alors, donc tout près de la puce SID, avant le tampon. Donc, on va pouvoir analyser vraiment les formes de l'onde pour vérifier la qualité du signal. Alors, ça, c'est fait. Pour le premier essai, je vais utiliser un programme qui s'appelle le C64 Doctor. C'est un programme qui contient toutes sortes de tests, vous allez le voir, mais ça va nous permettre de rapidement vérifier si les 3 voies fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas. C'est un test très rapide. Ceci dit, là, les disquettes, là, ça n'a rien à voir avec Microsoft. Vous allez voir, là, je montre des disquettes Microsoft. C'est des anciennes disquettes que je réutilise et je réécris avec un marqueur par-dessus. Alors, allons-y tout de suite avec le C64 Doctor. Alors, je lance le programme. Voilà, le programme 64 Doctor de 1987 est lancé. Et je vais me déplacer jusqu'à la fonction haut-parleur, juste ici pour les sons, pour faire fonctionner le test. Et on pèse B. Alors, on devait entendre les 3 voix. Et tout ce qu'on entend, c'est un buzz. Alors, la voix 1, on aurait dû entendre la gamme qui monte. Malheureusement, on n'entend strictement rien. La voix 2, on entend une certaine montée, mais c'est complètement distorsionné. Et la voix 3, elle semble correcte, mais il y a encore le buzz à l'arrière. Bon, encore là, ça a coupé. Non, alors définitivement, c'est problématique, ça. Alors, vous voyez, la puce numéro 1, c'est rejeté. On l'oublie. Alors, j'ai maintenant installé la puce numéro 2. Vous voyez un 2 ici en rouge. Écoutez, j'ai évidemment éteint le Commodore 64. J'ai retiré la puce, j'ai posé la nouvelle, j'ai rallumé et j'ai rechargé le programme. Je vous épargne tout cela, là. Alors, on est prêt pour tester. La puce numéro 2, moi, ce que j'ai détecté, c'est qu'elle semble complètement morte. Et en effet, si je lance le test, vous n'entendez strictement rien. C'est mort, mort, mort pour les 3 voix. Donc, ne perdez pas plus de temps. On passe à la puce numéro 3. Alors maintenant, la puce 3 installée. Si je lance le test, vous allez voir que la voix 1 semble correcte. OK? On entend les tonalités, tant mieux.
onde triangulaire, visiblement. Bon, regardez la deuxième voix. Saccadée et semble distorsionnée. Alors, troisième voix semble correcte. Ça me semble que la voix 2 est en trouble. Alors, je pousse ça un petit peu plus loin, je vais démarrer un autre programme. Le programme s'appelle C64 SID Analyzer. Donc, on voit que c'est le SID Analyzer, analyseur de SID. Le programme SID Analyzer permet un contrôle absolument complet et manuel des trois voix, ainsi que les filtres et tout et tout. Donc, je vais vous faire quelques petites démos. Je lance tout de suite. Je sélectionne le SID à l'adresse D4. OK, alors le programme est lancé. Vous voyez en haut, c'est écrit Voice ou 1, donc la voix 1. Je suis à 440 Hz, la fréquence, et je sors une onde triangulaire. Je l'allume à l'instant. Voilà, c'est fait. Vous avez l'onde triangulaire, c'est marqué Waveform, tri pour triangle, bien sûr, triangle. Et je vais aller changer cette forme d'onde. Et on va essayer, par exemple, la forme, donc onde dents de scie et aussi l'onde carrée. Comme vous voyez, tout est correct sur la sortie 1. Et il y a même le bruit, noise, donc génération de bruit aléatoire, ou pseudo-aléatoire qu'on doit dire. Bon, alors la voix 1, elle est correcte, je l'éteins. Je m'en vais plutôt chercher la voix 2 et, surprise, exactement la même chose. Toutes les différentes formes d'ondes sortent bien. Aucune difficulté, même amplitude et tout et tout. Donc, c'est pas en tout cas au niveau de la génération s'il y a un problème, ce sera ailleurs. Et si je vais sur la voie 3, ben, c'est la même chose, vous devinerez. Alors, je peux changer là, la forme d'onde et on n'a pas de trouble là. Donc, c'est pas comme si la voix est défectueuse. Le générateur de forme d'onde de la voie 2 est correct. J'ai joué aussi, vous voyez plus bas, là, il y a toute l'attaque, le decay, le sustain et le release. J'ai joué avec ces facteurs. J'ai joué avec le filter encore plus bas, la fréquence de coupure, F cutoff, la résonance. J'ai joué avec ces différents modes, le mode low pass, donc passe bas, passe haut, passe bande. Et je n'ai pas été capable de générer un trouble ou une différence entre la voix 2 et la voix 1 et la voix 3. Incidemment, là, plus bas, la dernière ligne en bas à gauche, vous avez pot X et pot Y. Ce sont les deux entrées analogiques de potentiomètre pour une manette de jeu. Et comme vous voyez, il n'y a pas de manette analogique de brancher présentement, donc les deux valeurs sont à FF, donc 255. Et la puce numéro 2, celle qui ne fonctionnait absolument pas, elle avait ces valeurs-là, FF et FF, qui variaient constamment. Donc, non seulement elle ne génère aucun audio, mais les valeurs pot X et pot Y sont n'importe où. Donc, elle était vraiment défectueuse. Ça démontrait en plus que la fonction de potentiomètre là, ne fonctionnait même pas non plus. Alors, la puce est vraiment malade. Bon, alors, là, puisque cette démonstration du programme SID Analyzer ne prouve pas de problème, j'ai sorti un autre programme. Et ce programme-là s'appelle le C64 SID Tester. OK, alors on va l'essayer celui-là aussi sur la puce 3. Alors voilà le programme SID Tester. Je vais le lancer. C'est un programme qui est automatique et qui passe à travers des différents tests. Tests de fréquence, tests d'amplitude, attaque, sustain, decay, et ainsi de suite. Tous ces tests, les tests de filtre aussi, il fait tout ça. Et c'est automatisé, donc on peut facilement comparer les trois voix et c'est le but. Écoutez attentivement les tests qui sont faits sur la voix 1, la voix 2, la voix 3. Ensuite, le test suivant, la voix 1, la voix 2, la voix 3. Et évidemment, le but, c'est de comparer à l'oreille et à la forme d'onde les trois voix. Alors, je lance le test 1 qui fait tous les tests. C'est parti.
Alors, c'est terminé. Si vous avez entendu des différences entre les trois voix, bien, félicitations, parce que moi, je n'ai rien entendu. Je ne vois pas de différence. Donc, je n'arrive pas à trouver des tests qui pourraient indiquer que, justement, la numéro 3 semblerait en problème, en tout cas qu'une de ces voix serait en problème. Mais malheureusement, quand je fais jouer le fameux A Mind is Born, il y a un problème. J'en suis convaincu si je compare ça à ce qu'on a déjà entendu dans le passé quand j'avais fait la vidéo. Il y a définitivement un problème avec la voix 2. On n'entend pas bien l'air. Et je vais vous le faire entendre tout de suite. En tout cas, un bout. Entendez-vous comment l'air, qui est supposé être beaucoup plus fort, est très faible? On entend les graves assez fortement, mais les aigus, très très faibles. Et ici, dans ce segment-ci, c'est à peine si on entend quelque chose au niveau de l'air. Même chose ici. Il n'y en a même plus, on dirait. Et on sait que, d'après le créateur de A Mind is Born, la voix 2, c'est celle qui génère l'air. Il n'y en a même plus d'air. Regardez ici la fin. Non, vraiment, je ne comprends pas. Les tests individuels montrent que tout est nominal, mais lorsqu'on fait jouer une pièce comme A Mind is Born, ça ne va pas. Alors la puce numéro 4, elle, c'est beaucoup mieux, mais comme vous entendez, il y a énormément de distorsion, mais ce n'est pas de l'écrêtage. C'est général interne. Vous voyez qu'on entend quand même plus l'air, même si ce n'est vraiment pas parfait. Vous voyez ici, il manque des notes dans cette partie-ci. C'est supposé des notes en continu, les aigus, l'air. Il manque des notes. Assez particulier. La puce numéro 4, c'est probablement la meilleure de tout le lot. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la meilleure. Avec le C64 Tester, si je fais le test d'enveloppe, notez bien la petite tonalité qui reste à la fin. Lorsque les tests sont complétés, on continue à entendre une note. On ne devrait pas entendre une tonalité lorsque ça met « complete », ça devrait couper. Il y a comme une note qui reste collée, donc. Et je vous épargne des essais pour la puce 5 et 6. Leur comportement est très similaire à la puce numéro 4 qu'on vient tout juste d'essayer. Donc la voix 2 est erratique, ça coupe par moment. On a l'impression que pas toutes les notes sont là, il y a de la distorsion. Ce n'est pas des sons purs. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces puces SID. Je sais que la puce SID a une réputation d'être très unique. Chaque puce a sa personnalité qui lui est propre, étant donné que c'est une production de son qui est en partie analogique, là, de ce que je peux comprendre. Il n'y a pas deux puces SID qui sonnent identiques. Mais de là à sonner comme ça, non, vraiment, là, pour moi, c'est mystérieux. Je ne vous l'ai pas mentionné, mais j'ai aussi essayé les puces sur plus d'une carte mère. Sans surprise, les sons sont identiques, peu importe la carte mère utilisée. Alors, pour avoir entendu la pièce A Mind is Born dans différentes vidéos sur YouTube et aussi lorsque produite par l'émulateur Vice, et vous pouvez l'entendre à nouveau, je fournis un lien dans la description vers ma vidéo qui faisait jouer A Mind is Born. Bien, pour avoir entendu tous ces échantillons, je ne suis pas convaincu que les puces 3 à 6 de mon lot sont parfaitement fonctionnelles.
et ce, malgré les résultats des essais que j'ai effectués aujourd'hui avec les différents logiciels. Vous avez de l'expérience sur le C64 et avez des opinions à formuler au sujet du CID? J'aimerais beaucoup vous lire dans les commentaires sous cette vidéo. Au final, je vais peut-être me commander un de ces pseudo-CID de remplacement de conception moderne, évidemment le CID d'origine n'étant plus disponible depuis longtemps. De toute façon, qui voudrait se risquer à acheter un CID de remplacement d'occasion? Donc, je vous invite à demeurer à l'écoute sur ma chaîne Électro-Bidouilleur pour la suite de cette série et pour des vidéos sur bien d'autres sujets touchant l'électronique. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification. Merci de votre soutien et à la prochaine.